arrêtés. Nos rendez-vous hebdomadaires, le journal international, le sport et la revue de la presse. Point de vue en fin de journal, décryptage de la nouvelle stratégie de communication d'Ousmane Sonko après la visite organisée hier, visite de certains de ses compagnons de lutte. À la technique Aliouba, bienvenue. D'abord, cet incendie à la gare routière de Bambey. 3 ateliers de mécaniciens ont été réduits en cendres. L'origine du feu n'a pas encore été identifiée. Beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés, dont une voiture complètement calcinée. La police a ouvert plutôt une enquête. Information de notre correspondant Babacar Diouf. Ibrahim Ali Safaï qui s'invite dans le différend entre Mambay Niang et l'équipe d'Allo Sénégal. Le président de l'association des professionnels de la presse en ligne a adressé une lettre ouverte au ministre du Tourisme pour solliciter la clémence en faveur de Magnanlo et compagnie, surtout qu'ils ont reconnu leur faute et même présenté des excuses. Ibrahim Ali Safaï que nous écoutons. J'ai adressé une demande de clémence au ministre Mambay Niang pour la libération de l'équipe de Allo Dakar. Mignan Lo et ses collaborateurs sont fautifs, ils l'ont reconnu et ils ont fait des excuses publiques depuis le 12 novembre et ils ont retiré le contenu attentatoire. Dès lors que ces actes ont été posés, nous appelons le ministre de faire acte de grandeur et surtout d'esprit de dépassement pour vraiment libérer ces jeunes pour qu'ils puissent retourner dans leur famille, qu'ils puissent continuer leur travail. Ils sont des victimes du buzz parce qu'il faut se dire qu'en fait les youtubeurs constituent une catégorie socio-professionnelle de la presse. Si vous allez dans la convention collective des journalistes du Sénégal, vous trouverez ces youtubeurs-là parmi les catégories professionnelles de la presse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'activent dans la création de contenu et qui ne comprennent pas en tout cas les fondamentaux du métier et il nous incombe, nous, professionnels des médias, nous, acteurs des médias, mais aussi le ministère de la communication, parce que jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas encore l'organe de régulation habilité à encadrer le secteur numérique, n'est-ce pas? Et donc, avec l'appui de tous ces acteurs-là, nous pourrons former ces jeunes-là et surtout les aider à comprendre les fondamentaux du métier, à éviter ce genre de pièges. Ibrahim Ali Safaï, le président de l'appel. Pour rappel, les journalistes Ndeya Stouba, Daouda Sow, Pape Sow ont accusé le ministre Mambay Niang d'avoir entretenu des relations intimes avec la petite sœur de son épouse, des propos jugés diffamatoires, ce qui a poussé le ministre donc à déposer une plainte contre plutôt les animateurs du site Allo Sénégal. La grève des travailleurs de la justice, 48 heures donc à compter de ce jeudi. Le ministre de la fonction publique se dit étonné de voir le SYTJUST en mouvement. Le SYTJUST justement qui a cité Galoba comme principal responsable de leur mot. Eh bien, le ministre répond, Galoba, écoutez ce qu'il a dit à Salimata Aou. En fait, je m'étonne que le SYTJUST soit en grève actuellement parce qu'ils ont déposé un préavis de grève sur la base duquel on les avait convoqués en réunion pour dégrossir, discuter avec eux sur le sujet, sur le seul point qui leur tient particulièrement à cœur et qui concerne le classement des greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2. Le comité technique s'est réuni et aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'on se revoie pour que nous puissions partager nos réflexions pour voir dans quelle mesure avancer sur le sujet. Ce que je peux dire véritablement au moment où je vous parle, c'est que le gouvernement reste disposé à trouver une solution au problème qu'il invoque. Nous sommes dans ces dispositions-là pour voir dans quelle mesure travailler à satisfaire ce point de revendication. Je précise que la formation qu'ils ne veulent pas faire actuellement est prévu effectivement par le décret qui organise le fonctionnement du centre de formation judiciaire. C'est l'école de formation qui les forme au niveau de ce centre et l'État, à travers les textes réglementaires, se doit de respecter ces dispositions-là pour que la formation se passe. Maintenant, il souhaite que la formation ne puisse pas se faire, que le reclassement soit automatique, ce qui, en l'état actuel des choses au niveau de la fonction publique, n'est pas encore possible. Mais on reste disposé à poursuivre la discussion et établir le dialogue. Je ne peux pas avoir de problème avec eux. C'est un problème que d'abord qui est vieux depuis les 5 ans. Ils indexent, disons, certains de mes collaborateurs et je m'inscris en faux contre cela. La réponse de Galoba, ministre de la fonction publique au syndicat des travailleurs de la justice. Le SYTJUST qui, je le rappelle, observe une grève de 48 heures à compter de ce jeudi, midi, bientôt 7 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance.
La construction d'un terrain à l'entrée des cités Aïnoumady et Warouaï de Yeumbeul Nord qui crée une polémique. Les habitants s'opposent à la pose de la première pierre car ils soutiennent que c'est l'unique ou la route principale du quartier. Ils interpellent donc ces habitants, ils interpellent leur maire Babacar Ndao, Aminataba. De Aïnoumady 1 à 7 en passant par Warouaï, les habitants désignent Babacar Diatta, résident à Aïnoumady 6. S'ils construisent sur le terrain, les 7 Aïnoumady et Warouaï seront tous séparés des autres quartiers. Nous n'avons pas une autre route où les véhicules de l'UCG, sapeurs-pompiers et autres pourront passer. Bien sûr, il y a de petites ruelles dans le quartier. Les Badjanougor portent également ce combat. Elles demandent le soutien de leur maire à Babacar Ndao. Nous voulons que les autorités nous aident. Si on ferme cette route, nous serons vraiment dans le désarroi. Les piétons, les chauffeurs de taxi, de camions, tout le monde emprunte cette seule route. Le maire Babacar Ndao connaît bien la situation. Il doit donc intervenir en notre faveur. Ces habitants des quartiers Aïnoumady et Warouaï souhaitent voir leur maire attribuer une autre parcelle à Gadaï à la propriétaire pour régler ce problème. Sans cela, ils comptent poursuivre leur combat jusqu'au bout. Aminataba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Dernier recensement de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Mbacké, le département le plus peuplé. Conclusion, le conseil départemental invite les autorités à revoir le budget alloué à Mbacké. Serigne Fallou Mbacké, le président, porte le plaidoyer et réclame des écoles dans le département pour épargner les élèves de la navette entre Touba et Mbacké. Papa Ballagui. Moins de 300 millions de francs CFA pour répondre aux préoccupations des populations du département de Mbacké en matière de santé et d'éducation. Le conseil départemental de Mbacké sort de son mutisme. Suite au dernier recensement de la ANSD déclarant Mbacké comme étant le département le plus peuplé, Serigne Fallou Mbacké porte le plaidoyer pour un budget conséquent. Le département de Mbacké doit être le département qui aura le plus grand budget du Sénégal. Parce que étant le premier département en termes démographiques, notamment les conséquences seront que les besoins seront multipliés en termes de construction de lycées et de collèges, d'équipements, en construction de structures de santé, faciliter les accès aux soins de santé, en termes de prise en charge de l'emploi des jeunes. Le transport des élèves, un problème crucial à prendre à bras le corps. Le président du conseil départemental estime que le moment est venu de penser à l'installation des écoles dans la ville-centre de Touba. Le Khalif a pris d'énormes initiatives très pertinentes qu'il faut saluer en mettant en place une université. Et dès lors qu'une université est mise en place, il faudra maintenant créer un environnement, en construisant par exemple des écoles, dans la case du tout petit, à l'élémentaire, au secondaire. Je crois qu'en faisant une concertation avec le Khalif, Touba peut bénéficier d'un appui du gouvernement dans le cadre d'ouvrir des écoles à tous. Ça c'est très important. On est très sensible de la question que vous avez posée relative au transport des élèves. La rénovation du chemin de fer, une trouvaille pour répondre à cette équation jamais résolue malgré l'achat de bus entre autres. Le conseil départemental de Mbacké invite les municipalités à se liguer pour assurer de meilleures conditions de travail aux milliers d'élèves qui font la navette entre Touba et Mbacké. Papa Ballagui, Mbacké, Radio Futurs Médias. Dendey prépare son gamou annuel. Les autorités religieuses de cette commune située dans le département de Mbacké posent sur la table une vieille doléance, à savoir le bitumage de la route. Elles veulent également, ces autorités, un château d'eau et une amélioration de l'éclairage public. Compte rendu du CLD préparatoire par Mbaye Diaw. Les autorités religieuses de la commune de Dendey, département de Mbacké, réclament le bitumage de la route qui traverse leur localité. Serigne Modou Khayri Mbacké porte leur parole. Les fidèles rencontrent beaucoup de difficultés pour venir à Dendey et la route n'est pas bonne. Plus de 130 daïrés vont traverser cette route. La commune compte 44 villages et il n'y a qu'un seul forage. Il faut aussi améliorer l'éclairage public. Prenant la parole, Khadim Samb soutient que Dendey mérite plus de considération. Les autorités étatiques doivent aider les populations de Dendey. Cette cité religieuse mérite le même traitement que les autres cités religieuses du pays. Nous lançons un appel au président Macky Sall et Amadou Ba. Le sous-préfet de Kayel rassure. Selon Mayoni Sarr, toutes les dispositions seront prises pour une bonne organisation de l'événement religieux. Concernant la route principale qui mène de Darou Khafor à Doyoli, en passant par Dendey, la lettre d'attribution a été faite. Second château d'eau
Nous allons voir avec les services de l'hydraulique de Diourbel pour voir la faisabilité. Des dispositions seront prises pour le remplacement des lampes qui ne fonctionnent plus depuis l'installation de nouveaux poteaux. À Dendey, c'est dans le département de Mbacké, les autorités religieuses, municipales et toute la population préparent activement le Magal annuel de la localité. L'événement religieux est prévu le 6 janvier 2024. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw, après Mbacké, on glisse vers Touba. Et bien là-bas aussi, les autorités religieuses de Darou Karim haussent le ton et dénoncent l'état défectueux de leur route. Et pourtant, les travaux ont été lancés en 2022, mais depuis lors, rien, ça n'avance pas du tout. Les chefs religieux de la localité interpellent alors le président Sall et son ministre des Transports, Mansour Faye. Serigne Aïdara Mbacké, le président du mouvement Servir Touba, avec Pape Mbaye Diaw. Les populations de Darou Karim se sont mobilisées pour réclamer le démarrage des travaux de la route de Darou Karim 2022. Les autorités étatiques, en présence des autorités religieuses, ont lancé les travaux. Mais depuis lors, aucun acte n'est posé allant dans le sens de bitumer cette route. Les autorités étatiques ont lancé en même temps les travaux de la route qui traverse la maison de Mame Cheikh Ibrahima Fall et celle de la localité de Tindodi. Les travaux de ces deux routes sont terminés depuis longtemps et actuellement la route de Darou Karim est toujours en latérite depuis 2020. Rien n'a été fait sur cette taxe. Les autorités avaient dit que le financement des travaux de cette route est disponible. Nous demandons où est passé ce financement. Si les autorités ont fait un détournement d'objectifs, il faut qu'elles nous le disent. Nous interpellons le président Macky Sall et le ministre des Transports Mansour Faye. Depuis 2022, les travaux du bitumage de la route de Darou Karim n'ont pas démarré et les populations rencontrent d'énormes difficultés sur cette route. Et nous parlons de l'autosuffisance alimentaire, défi en passe d'être relevé dans certaines communes du département de Fatick. Grâce aux aménagements réalisés par Caritas, les rendements en mil, maïs et riz ont augmenté. Des partenaires allemands ont d'ailleurs effectué une visite au niveau des rizières, champs de mil et maïs dans les communes de Diouroup et Diarer. Aminata Goudiaby. Plusieurs centaines d'hectares de terre aménagés depuis quelques années au profit des cultivateurs de Diouroup et de Diarer. D'importantes quantités de mil et de maïs y sont de plus en plus produites et c'est l'ONG Caritas qui déroule périodiquement des projets dans ces communes de l'arrondissement de Tataguine. Dominique Sen, directeur de Caritas Dakar. Pour le mil, on a encadré 200 producteurs. On a aussi le maïs. Cette année, on va vers une production record. Et on a 200 producteurs pour le mil Souna et une quinzaine de producteurs pour le maïs. Et pour le maïs, je crois qu'on va arriver à 3 tonnes à l'hectare. Et pour mieux lutter contre l'insuffisance alimentaire dans ces communes, Caritas accompagne les communautés à pratiquer une riziculture à grande échelle. Des périmètres maraîchers sont également aménagés et mis à la disposition des groupements de femmes. Vous avez vu toutes les rizières là qui sont très propres, très productives. On a une quarantaine de groupements qui regroupent plus de 1200 femmes qui s'activent dans la riziculture. Nous tendons vers l'autosuffisance alimentaire. On est vraiment sur la bonne voie et en plus de ça, il y aura aussi le maraîchage. Toutes ces interventions sont possibles grâce à une collaboration de plus de 20 ans avec une ONG catholique allemande. Une délégation est venue visiter les réalisations faites dans le cadre de ce partenariat. Nous sommes partis de la KLB d'Allemagne. Nous apprécions vraiment notre partenariat avec la Caritas. Il y a un projet triennal et on va poursuivre la collaboration. Niakhar et Loulsesen font également partie des communes d'intervention de ces projets mis en œuvre par la Caritas Dakar. Des communes sont également prises en compte dans le département de Mbour. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. C'est un problème au Sénégal, les pertes post-récolte. Elles sont estimées à plusieurs milliards de francs CFA. La zone des Niayes est plus affectée. Pour inverser donc cette tendance, 9 magasins de stockage sont en cours de réalisation. C'est dans le cadre du projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes. Tanor Tiandela, le coordonnateur du projet avec Abdou Diouf Diagne. C'est également une occasion pour passer en revue certaines réalisations dans le domaine des infrastructures qui sont en train d'être construites et certaines l'ont déjà été, surtout dans le domaine des magasins de stockage. Et qui parle de magasins de stockage connaît bien un peu les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la filière horticole en termes de pertes post-récolte. Et ces dernières d'ailleurs ont été estimées de la part de l'État sénégal à près de 100 milliards de CFA qui sont perdus chaque année. Raison pour laquelle le projet Piédan est engagé dans la construction de magasins de stockage à mettre à la disposition des agriculteurs et de leurs organisations pour permettre de bien conserver et véritablement de valoriser davantage les produits qui sont
qui sont issus des exploitations. Et puis ce cri du cœur des menuisiers de Kaolack qu'ils ne peuvent plus travailler à cause de la concurrence déloyale des meubles importés qui ont fini d'inonder le marché. Ils interpellent le chef de l'État pour sauver leur secteur d'une mort certaine. Fatou. Ali Diop et Mamadou Dong exercent le métier de menuiserie de bois, appartenant à des générations différentes. Trouvés en plein travail dans leur atelier, ils expriment leurs préoccupations concernant leur activité. Je suis dans le métier depuis 15 ans, mais ça ne marche plus comme avant. Moi, il y a 25 ans que je pratique cette activité, mais c'est difficile. À la question de savoir si la menuiserie est un métier en péril face à l'envahissement des produits importés, les derniers répondent. Nos autorités étatiques préfèrent importer les meubles et autres que consommer local, chose qui nous impacte. Nous sommes vraiment impactés par ces meubles importés. Les Sénégalais n'achètent plus nos produits, raison pour laquelle on s'en sort plus. Ces menuisiers continuent de travailler au quotidien, même en l'absence de commandes. Ali Diop souligne la hausse des prix du bois et d'autres matériaux. On ne reçoit plus de commandes, ce qui est d'ailleurs à l'origine de cette immigration irrégulière des jeunes. À cela ajoute la cherté des matériaux comme le bois et autres. Face à une multitude de difficultés, ces artisans exhortent l'État à rehausser leur statut, non seulement pour prévenir l'immigration illégale, mais aussi et surtout promouvoir le consommé local. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. En plus bref, Assemblée nationale, le projet de budget 2024 du ministère de l'eau et de l'assainissement arrêté à plus de 132 milliards de francs CFA en crédit de paiement. Le programme assainissement et gestion des eaux pluviales mieux servi avec plus de 71 milliards de francs CFA du budget de ce département. Nous y reviendrons avec Koumba Sandiane Faye. Le Sénégal aura son premier satellite au premier trimestre de l'année 2024. Notre pays envisage de développer plusieurs satellites les années à venir. C'est ce qui pourrait donc participer au développement de plusieurs secteurs tels que l'agriculture, surtout que plusieurs défis attendent le Sénégal. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Maram Kairé, en marge de la projection d'un documentaire intitulé « Les chasseurs d'étoiles du Sénégal ». Maram Kairé est d'ailleurs le personnage principal du dit documentaire. Khoudiadia pour le compte-rendu. Le premier satellite du Sénégal va être lancé en 2024. L'agence spatiale compte apporter son expertise dans plusieurs domaines d'activité. Maram Kairé est le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Le premier satellite est en cours de fabrication. Il est en train d'être finalisé au niveau du Centre spatial universitaire de Montpellier et il doit être lancé au premier trimestre 2024. Il est suivi par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et au niveau de l'Agence spatiale, ce n'est pas l'ambition finale. Nous sommes en train de préparer les projets concernant le deuxième satellite et la première constellation d'ici l'horizon 2028. On va mettre un programme sur les 10 prochaines années pour développer une série de satellites pour l'agriculture, la santé, l'éducation, l'élevage, la sécurité. On veut faire de notre pays une puissance spatiale le plus rapidement possible. L'astronaute souhaite faire du Sénégal une puissance spatiale à travers la formation et la coopération internationale. Faire du Sénégal la 22e agence spatiale au niveau africain. Les défis, c'est de faire de notre pays une puissance spatiale, tout simplement. Il faut que nous disposions de notre centre spatial, qu'on ait des programmes spatiaux pour envoyer des satellites en orbite, que nous ayons la possibilité de faire les transferts de compétences dans notre pays, donc la formation va venir, et la coopération internationale. Donc on va travailler avec tout le monde et faire en sorte que le Sénégal soit assis maintenant à la table des nations spatiales. L'histoire du célèbre astronaute Maram Kairé est revisitée à travers le documentaire Chasseurs d'étoiles. Je vous l'annonçais en titre, émigration irrégulière. Plus de 1000 migrants subsahariens ont tenté vendredi dernier de passer la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Le bilan fait état de 57 blessés, dont certains dans un état grave. 300 autres ont été arrêtés. Mais jusqu'ici, aucun Sénégalais ne figure ni parmi les blessés, encore moins parmi les arrestations. Anna Rocha. 1100 migrants africains ont lancé vendredi dernier l'assaut contre l'enclave espagnole de Ceuta. Dans les échauffourées avec les forces de l'ordre marocaines, 57 migrants ont été blessés, 27 dans un état grave, dont des traumas. Youssou Mbaye est le représentant du consulat général dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Il est également le vice-président de l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc, l'ARCEREM. Le 17
novembre 2023 vers 6 h du matin dans la forêt de Ben Younes. C'est une tentative de traversée forcée qui a mobilisé près de 1100 migrants, parmi lesquels 700 migrants résidant permanemment dans la forêt de Ben Younes. Parmi les dégâts collatéraux de cet incident, nous avons noté près de 57 blessés, dont 27 graves. Les Sénégalais sont au nombre de 67 environ dans cette forêt. Et suite à cette attaque forcée, nous n'avons pas jusqu'à là relevé aucun Sénégalais, aucun compatriote qui est blessé ou qui a été mis aux arrêts. C'est la 3e fois en moins d'un mois que des migrants clandestins tentent de passer la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Et selon des ONG, ils n'ont jamais été aussi nombreux depuis 2019. Cette nouvelle tentative de traversée rappelle celle meurtrière de l'année dernière. 30 migrants avaient été tués en essayant d'entrer à Melilla. Selon l'AMDH, l'association marocaine des droits humains, des dizaines de migrants sont toujours portés disparus. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy. Le Mali d'abord avec la destruction d'une base terroriste à Kidal. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme que les vecteurs aériens ont détruit hier un pick-up et un camion chargés de matériel de guerre appartenant à des groupes terroristes armés. Selon la DIRPA, ces frappes ont éliminé une base terroriste située à 45 km au nord-ouest de Kidal. Au Mali toujours, le premier ministre burkinabé est à Bamako depuis hier pour une visite de travail. Apollinaire Joachim Keilem de Tambela, à la tête d'une délégation de 12 ministres, a été reçu par le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga. Sa déclaration après la rencontre, ses propos sont recueillis par Zanga Abdoulaye Ouattara. Je suis venu avec une très forte délégation. Plus de la moitié du gouvernement burkinabé est là. C'est pour marquer, n'est-ce pas, les relations fortes qui lient nos deux pays. Ensuite, je suis venu aussi parce que j'avais besoin d'échanger sur quelques points avec mon ami Choguel Maïga. Parce qu'il faut que nous ayons une vision commune dans la gestion de nos pays. Sans doute, nous aurons à échanger sur des points d'intérêt communs, sur la vision commune que nous voulons impulser à notre pays. Je suis venu aussi pour présenter au peuple malien et aux autorités maliennes les félicitations du chef de l'État et du peuple burkinabé pour la prise de Kidal. Vraiment, ça nous a beaucoup réjouis. Et nous souhaitons que cette prise-là soit définitive, que le Mali puisse consolider ses positions à Kidal et que plus jamais il ne vienne à l'idée de qui que ce soit de chercher une quelconque partition du Mali. Ensuite, je suis venu pour m'adresser au peuple malien et aux autorités maliennes et leur dire que nous devons être courageux. Nous devons être courageux, Georges. Après le Mali, direction le Nigeria, plusieurs morts dans un accident de la route. 17 personnes décédées, 208 blessés dans l'état du Niger. Selon le service fédéral de la sécurité routière, le camion qui transportait les victimes était devenu incontrôlable et s'est écrasé. Au Nigeria, toujours, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, bénéficie d'une liberté sous caution, une caution d'environ $330 000 et 2 garanties possédant des propriétés dans un quartier huppé à Maïtama, à Abuja. Godwin Emefiele a été inculpé de 6 chefs d'accusation de fraude et de corruption. Suspendu de ses fonctions, le directeur de la Banque centrale en juin est détenu par les services de sécurité. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Et l'on parle de la tentative de traverser entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Ça ne s'arrêtera pas maintenant. C'est en tous les cas la conviction du président de l'association Kirikou, basée au Maroc, Muntaga Diop, qui est également expert en migration, pointe du doigt l'échec des politiques migratoires en Afrique. Malheureusement, ce sont des faits récurrents. Je suis dans la logique de vous dire que ça ne s'arrêtera pas, sûrement. L'idéal, c'était de travailler sur les causes d'abord et de chercher des solutions aux problèmes. Je suis convaincu que le droit au déplacement reste primordial. Je suis convaincu que ces jeunes hommes et femmes de ma génération sont poussés aujourd'hui à des choix difficiles, à savoir prendre la route de la mort, puisque c'est une route de la mort, et que malheureusement ils le font parce qu'il y a un désespoir, il y a l'échec total des politiques publiques, pas de projet structurel pour les jeunes. Et malheureusement aussi, que ce soit les membres de la société civile pour certains ou d'autres, ne pensent pas à essayer d'élucider les véritables raisons de ces déplacements. Les véritables raisons de ces déplacements, c'est l'échec des politiques africaines subsahariennes. L'Union africaine, c'est 54 États. C'est un idéal, c'était l'idéal de Senghor, de la cohésion, c'était l'idéal du Fonds Mohamed V, c'était l'idéal de Nkrumah, c'était la cohésion, la synergie des populations des États
pour essayer d'apporter des solutions à toutes sortes de problèmes, notamment cette politique migratoire. Il n'y a qu'un seul pays qui a eu l'audace, qui a osé de mettre en place un ministère dédié à la migration, c'est le Maroc. Et aujourd'hui, c'est le seul pays qui est confronté à ce problème. Tous les 53 pays qui restent sont dans un mutisme total à Addis Abeba. Et nous parlons de la guerre au Proche-Orient, Georges, la trêve retardée d'au moins 24 heures. La libération des otages aussi serait retardée au moins jusqu'à vendredi. En attendant, la guerre fait rage à Gaza. L'armée israélienne a déclaré avoir lancé 300 frappes aériennes au cours de la journée d'hier et fait retentir plutôt des sirènes pour empêcher des tirs de roquettes transfrontaliers par des groupes armés palestiniens. La première trêve de la guerre qui dure depuis 7 semaines maintenant devrait s'accompagner de la libération de 50 otages du Hamas en échange de 150 détenus palestiniens. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, décryptage de la nouvelle stratégie de communication d'Ousmane Sonko après la visite organisée hier, visite de certains de ses compagnons de lutte. Pour en parler, nous serons avec Ibrahima Bahoum, journaliste analyste politique, et Momar Thiam, directeur de l'école des hautes études en information et en communication. RFM Sport. Les sports sonne la grande mobilisation. Ça a été fait en début de semaine. Techniciens, responsables et autres dirigeants du club, tous se sont réunis pour évaluer la situation difficile du Casa Sport en ce début de saison, avec seulement 1 point après 4 journées. À noter que ce bilan est donc bouclé par une 3e défaite de rang. Mais pour Siaka Bodian, manager général du club de la Casamance, il n'y a pas peur à demeure et que tous les acteurs ont décidé de se retrousser la manche pour ramener le Casa Sport devant. C'est à Kaboudian que nous avons joint ce matin au téléphone. La situation difficile que traverse le Casa Sport en ce début de saison et qui s'explique certainement par une méformée, si on peut s'exprimer ainsi, plus ou moins généralisée de l'effectif qui a été constaté depuis le début de la saison et qui fait que véritablement, voilà, malgré les efforts consentis par les joueurs, par les techniciens, ça ne marche pas. Maintenant, cette méforme-là également s'accompagne peut-être d'autres petits problèmes tels que la maîtrise des schémas tactiques, puisque les entraîneurs ont hérité de nouveaux groupes. Ils ont mis en place un nouveau groupe dans le cadre de rajeunissement de l'effectif. Il s'est avéré, les schémas tactiques et les options de jeu n'ont peut-être pas été bien digérés. Maintenant, vous savez, le Casa Sport, c'est un club qui a toujours œuvré dans une grande sérénité. D'ailleurs, il y a eu une rencontre très fructueuse entre les techniciens et l'administration du club lundi dernier, dès le lendemain de la défaite à Kess, pour remobiliser les troupes, pour voir un peu ce qui ne marche pas et essayer de booster justement cette équipe-là. Lui avons demandé véritablement de mettre les bouchées doubles pour que très rapidement, cette mauvaise passe-là, nous puissions la dépasser et passer à autre chose. Et nous parlons, Malal, de la Coupe du Monde des U17, le Sénégal qui joue les prolongations du match contre la France. C'est en quoi cette requête de la Fédération sénégalaise de football auprès de la FIFA, c'était pour demander l'annulation du résultat sur le terrain et la disqualification de Yanis Issoufou, celui qui a permis à la France donc de se qualifier en quart de finale, mais cette requête a été vidée par la FIFA tout à l'heure et c'était en défaveur du Sénégal. Donc le résultat est confirmé, la France poursuit son chemin dans cette Coupe du Monde des U17. Beach Soccer, le Sénégal qui prépare également la Coupe du Monde. L'équipe nationale du Sénégal en regroupement depuis plus de 60 jours prépare cette compétition prévue du 15 au 25 février prochain à Dubaï. En regroupement, l'équipe nationale du Sénégal se prépare sur le terrain, mais les dirigeants demandent encore à la fédération de mettre certaines choses en place pour bien préparer cette compétition. Seuls les matchs amicaux font défaut, selon le sélectionneur Mamadou Diallo. On est en préparation, ça fait longtemps à Diamalaï, les conditions vraiment, alhamdoulilah, mais s'entraîner tous les jours et quand il n'y a pas de match, c'est très très difficile parce que le but c'est que c'est un jeu spécifique. D'abord, il faut avoir beaucoup de temps d'entraînement parce que c'est le plan physique, c'est le plan tactique, beaucoup de choses que tu dois travailler, mais quand même après tout ça, ce qui est plus important, de jouer beaucoup de matchs amicaux. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de matchs amicaux, donc on avait prévu de faire un tournoi à Dakar, mais après
après le tournoi de Dakar, ça n'a pas pu aboutir. La Fédération sénégalaise de football est sur une piste pour 3 matchs amicaux, nous dit Mohamed Samb, délégué fédéral du football spécifique. Nous avons reçu une invitation de la Fédération iranienne de football. Nous avons répondu il y a 48 heures. Maintenant, on attend la lettre de confirmation de la Fédération iranienne de football. Ce serait de bon augure selon Mamadou Diallo, vu l'importance des matchs amicaux dans une préparation pour les grandes compétitions comme le mondial. Ça me permet de voir mon équipe encore, mais même si on joue contre l'Iran, les 2, les 3 matchs, je dis alhamdoulilah, mais ça ne suffit pas. Parce que quand même, pour aller en Coupe du Monde, pour faire des bons résultats, tous les pays, ils sont en train de préparer, ils ont leurs jambes au moins 10 à 12 ou 13 matchs ou 17 matchs. Et donc, encore pour nous, c'est important d'avoir des matchs amicaux. En attendant la confirmation de ces matchs amicaux, l'équipe nationale de beach soccer continue son regroupement fermé. Le Sénégal partage le groupe C avec la Biélorussie, le Japon et la Colombie. Voilà Bart, c'est tout pour les sports. Merci Malal Diane Junior. Presse du jour. C'est avec Georges Déthié Diop. Déclaration de patrimoine, la liste des assujettis élargie. L'Observateur rapporte que 2 projets de loi ont été adoptés hier en Conseil des ministres pour renforcer les compétences de l'OFNAC et introduire de hauts fonctionnaires dans la déclaration de patrimoine. Selon le confrère, le panier des déclarations de patrimoine sera alourdi par la longue liste des ordonnateurs de dépenses effectuant des opérations portant sur 1 milliard sur l'année. Ce n'est pas tout. L'Obs indique que de nouvelles dispositions sont introduites dans le texte pour corser les sanctions. Ainsi, l'Observateur parle de nouvelles cibles de Macky, le chef de l'État, qui a évoqué en Conseil des ministres la question de la satisfaction des doléances jugées légitimes émises par les Kédovins, Kaolackois, Fatikois et Kafrinois lors de sa dernière tournée économique. Le Soleil informe que le président de la République exige une mise en œuvre sans délai. Le quotidien gouvernemental qui nous apprend par ailleurs que les régions de Diourbel, Saint-Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziguinchor sont les prochaines destination de Macky Sall. Et bientôt, un conseil présidentiel sur la jeunesse va se tenir, ce que confirme Tribune, pour qui Macky dépêche Amadouba pour charmer les jeunes. Amadouba, dont la candidature à la présidentielle est évoquée ce matin par Réumi Quotidien, le soutien à sa candidature. Le journal affirme que Macky ne lâche pas Mahamat Boun Abdallah Dionne et les autres. Et pour cause, le confrère rapporte que des initiatives de rapprochement entre les dissidents et le candidat Amadouba se multiplient et devront s'accentuer à la fin du parrainage. Une collecte de parrainage que n'a pas démarré Ousmane Sonko parce que ne disposant pas de fiches de collecte. Ce matin, les journaux donnent de ces nouvelles. Il se porte bien. Le leader de l'ex-PASTEF se porte comme un charme, si l'on se fie en tous les cas à des leaders de l'opposition qui lui ont rendu visite hier à la prison du Cap Manuel. Guy Marius Sagna, Habib-Sy et Cheikh Tidiane Dièye. Les Échos rapportent leurs propos selon lesquels Ousmane Sonko est en grande forme. Il a donc arrêté la grève de la faim. Et Vox Populi titre Sonko, sa vie loin de l'article de la mort. Pour Besbi le jour, Sonko joue réel politique. Le confrère affirme que face au jusqu'au-boutisme de l'État, il n'a pas d'autre choix. Besbi le jour se fait l'écho des propos de Guy Marius Sagna selon lesquels il a rarement vu Sonko en si bonne santé et il a décidé d'être tactique avec Macky. Les mêmes propos sont aussi à la page de titre de Vox Populi. Guy qui confie par ailleurs que Sonko a fait des grèves de la faim avec des objectifs clairs dont tous ont été atteints sauf un. Il a suspendu l'utilisation de cette arme pour l'instant. Habib-Sy, lui, dit l'avoir trouvé en excellente forme. Il a repris le sport et se nourrit bien. Il dit avoir atteint 95% des objectifs à propos de ses successives grèves de la faim. Pendant ce temps, certains de ses souteneurs font l'objet de retours de parquet après leur arrestation. Libération cite Nitdoff, Colin Faye, Sadia, El Hadj Barrow, entre autres. Pour Nitdoff, dont l'audition est prévue ce jeudi, le parquet demande le mandat de dépôt au doyen des juges. Colin Faye, française originaire de Chirol, a été interpellée vendredi devant la Cour suprême puis déférée en même temps que 5 autres individus visés pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et complot contre l'autorité de l'État. Elle refuse de s'alimenter. Quant à Oustaz Hassan Sek, entendu dans le fond, ses avocats sollicitent une liberté provisoire. Diop Taïf, lui, est plus chanceux. Sous mandat de dépôt depuis décembre dernier,
Il a été relaxé purement et simplement. Politique toujours, le Témoin s'intéresse à la présidentielle de 2024. Ce sera la première élection présidentielle du Parti démocratique sénégalais post-alternance. Le journal indique que depuis Doha, le candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade, prépare son retour. Selon son entourage, il s'est donné les moyens de réussir un coup KO. Les sports pour terminer, à lire dans Source A, une interview de Ismail Jacobs, entre autres sujets abordés, son désir de remporter la CAN, ses sensations au Qatar, l'amour du maillot, du peuple sénégalais, les Lions pour une finale au mondial, ses rêves de jouer à Arsenal. Ismail Jacobs qui, de la vie de stade, est devenu indéboulonnable. Le journal parle d'une régularité remarquable. Le journal Stade qui met également en évidence le portier des Lions, Edouard Mendy. C'est à propos de la concurrence chez les gardiens en sélection. Mendy clôt le débat avant la CAN. Pendant ce temps, le journal Record fait le débriefing des 2 derniers matchs des Lions du Sénégal. Les cadres assurent et rassurent. Mendy, Koulibaly et Sadio au top. Lamine Camara se révèle. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Midi 37 minutes, point de vue, décryptage de la nouvelle stratégie de communication d'Ousmane Sonko après la visite organisée hier, visite de certains de ses compagnons de lutte. Pour en parler, nous sommes avec Ibrahim Bahoum. Monsieur Bahoum, bonjour. Bonjour. Journaliste, analyste politique, nous sommes également avec Momar Thiam. Monsieur Thiam, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Directeur de l'école des hautes études en information et communication. D'abord, la parole plutôt à Ibrahim Bahoum, journaliste, analyste politique. Hier, Monsieur Bahoum, Ousmane Sonko a reçu de la visite de certains compagnons de guerre, si on peut l'appeler ainsi. D'abord, Guy Marius Sagna, Cheikh Tidiane Dièye, Habib Sy, choisi par lui-même. D'abord sur le choix de ses visiteurs. Alors qu'on sait qu'il y a plusieurs responsables au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, mais il a choisi de rencontrer ces 3, Guy Marius, Cheikh Tidiane Dièye, Habib Sy. Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce choix? Oui, commençons par considérer qu'il ne peut pas recevoir tout le monde en même temps. Oui, oui. Donc, c'est vrai, comme on dit, il y a toujours une sélection. Et une sélection parfois entraîne élimination, mais ici on n'est pas encore dans cette phase d'élimination. Il a pris les uns et peut-être qu'il y en aura d'autres. Et ce que nous retenons là-dedans surtout, c'est une sorte de conformité de message en disant on a trouvé un homme en forme, bien portant, qui a pratiquement repris de cette grève de la faim qu'il avait beaucoup éprouvée. C'est déjà on va justement revenir sur ce constat, sur son état de santé, parce que pratiquement toutes les personnes reçues par Sonko ont fait focus sur son état de santé. C'est pas rien, parce que ça veut dire simplement que si vous vous inquiétiez, vous les patriotes, vous les sympathisants, vous les militants, etc., de l'ex-parti, si vous vous inquiétiez, bon voilà, c'est réglé. Ousmane est en très bonne forme et finalement il est prêt au combat. Dans la communication, c'est extrêmement important de dire que le général se porte bien. D'accord, le général se porte bien. Alors, Monsieur Thiam, sur ce choix, pourquoi ces 3 et non les autres? Mais je salue au passage mon doyen Bahoum et saluer vos auditeurs. Et dire que, vous savez, ce choix, il n'est pas bénin, en ce sens que il s'agit quand même de lieutenants et pas des moindres dans la coalition Yewwi Askan Wi et qui sont quelque part des leaders d'opinion. Et donc, les choisis, c'est avoir de très bons relais dans l'opinion, dans les médias et aussi dans les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui sont très présents dans les réseaux sociaux. Je vous parler de Guy Marius Sagna. Il y en a qui sont présents aussi dans les médias comme Cheikh Tidiane Dièye, etc. Et même Habib Sy, qui est quand même un ténor dans cette coalition-là. Et donc, ce choix-là est un choix qui est réfléchi. Et je rebondirai justement sur un terme qu'a dit le professeur Bahoum. Il est un général, il est le capitaine de bord. Et donc, c'est tout à fait très important qu'il dise et qu'il fasse, qu'il envoie un message à ses sympathisants, à ses adhérents, à ceux qui veulent voter pour lui, ou voter même pour la coalition qu'il aura mis en place, puisque PASTEF a été dissous, leur dire que, écoutez, il est debout, il est droit dans ses bottes, il se porte très bien et il est prêt pour aller à la bataille, même s'il est dans les liens de la détention. Donc, quelque part, c'est une manière d'envoyer un message fort à l'opinion à travers ces relais qui ne sont pas des moindres.
D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, directeur. Alors, Ibrahim Bakhoum, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les nouvelles sur son état de santé. Le général se porte bien, il a bonne mine, il recouvre la plénitude de sa santé. Cheikh Tidiane Dièye même qui se dit soulagé d'avoir vu un Ousmane Sonko mentalement solide. Pratiquement toutes les personnes qu'il a reçues ont insisté sur cet aspect, son état de santé. Que comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, eux ont eu à s'inquiéter. L'opinion sénégalaise avait été secouée d'une certaine manière par l'état de santé, celui que, excusez-moi, le terme va être un peu fort, mais bon, juste un peu trop fort, celui qu'on croyait mourant, etc. On dit non, il est toujours là. Parce que, vous savez, quand on a besoin de quelqu'un dans un combat, il ne faut pas donner l'impression que bon, il va arriver clopin, qu'il va arriver tutubant, etc. Non. Pour combattre, il faut avoir de la force d'abord. Il faut avoir de physiquement, la force morale, mentalement. surtout, voilà, mentalement, comme vous avez dit, mentalement il est solide. Il montre aux gens que, quelles que soient les épreuves, il a réussi une chose, c'est d'obtenir que plus personne ne puisse dire que bon, ceci l'a éprouvé, etc. Et il dit, voici un bon résultat, j'ai été éprouvé, j'ai fait une grève, j'ai refusé de m'alimenter, mais j'ai quand même récupéré. Alors, c'est un bon signal pour ceux qui l'écoutent, c'est un bon signal pour ses collaborateurs. Maintenant, ça, c'est une chose, comme on dit, ils sont dans la communication. Entre le message donné et ce qu'il y a derrière, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, au moins du point de vue de la communication, ça marche très bien. Et comme l'a dit Maman, c'est vrai que les personnes qu'il a reçues ne sont pas des personnes neutres comme ça du point de vue de l'image. Le choix n'est pas, c'est pas des personnes choisies au hasard. C'est pas choisi au hasard. Pour une première vague, on sent que ces gens c'est de bons relais. Et oui, c'est vrai. Guy Marius qui dit, je l'ai vu moi personnellement quand j'ai lu, j'ai dit bon, ça fait tilt. J'ai dit voilà, quelqu'un qui a commencé à communiquer et très fortement. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. D'accord. Merci beaucoup Ibrahim Bakhoum, journaliste, analyste politique. Alors Momar Thiam, je termine avec vous. À travers ces visites, Ousmane Sonko a voulu adresser un message à l'opinion, à travers ses visiteurs bien sûr. Est-ce une stratégie payante à quelques mois de la présidentielle et à moins d'une semaine après avoir dévoilé son plan B? C'est une stratégie qu'on peut analyser à deux niveaux. C'est dans le registre de l'émotion, le registre émotionnel. On le disait, Ousmane Sonko très affaibli, très malade, qu'il était reçu à l'hôpital au pavillon spécial. On le sentait affaibli dans les... Et certains même disaient qu'il était dans le coma. Exactement, on disait même qu'il était dans le coma. Et on sait que l'émotion est quand même quelque part un critère assez déterminant chez, en tout cas, les Sénégalais et les Sénégalaises, épris, si vous voulez, de justice et d'impartialité. Et ça, c'était cela. Maintenant, à partir de ce registre-là, était plus ou moins travaillé pendant la période où il y avait justement ces écluburations judiciaires, où on ne savait pas s'il allait avoir ses fiches de parrainage, etc. Il y avait une bataille judiciaire. Mais à tout cela, cela donnait quand même une force émotionnelle, quelque part, que lui renvoyait l'opinion pour dire quand même que le gars est victime d'une injustice. Maintenant qu'on sait plus ou moins, parce que ça va passer encore devant le tribunal, etc., on sait que quand même plus ou moins qu'il risque lui-même de ne plus participer aux élections. Là, il se remobilise, il se met droit dans ses bottes, comme disait Alain Juppé, et il fait envoyer un message de remobilisation. Donc, on est dans le registre de la remobilisation. Maintenant, savoir si c'est une stratégie qui est productive électoralement parlant ou pas, ça, c'est les élections qui nous le diront. Rappelez-vous, avant 2000, Wade, dans son fameux exil de presque plus d'1 an en France, quand la coalition 2000, notamment la coalition de gauche, est allée le chercher comme étant le candidat, celui qui allait porter le drapeau de cette coalition-là, il y avait quelque part, si vous voulez, une phase émotionnelle chez les Sénégalais, parce que ça faisait plus d'1 an qu'ils n'avaient pas vu Wade. On le disait malade, vieillissant, etc. Et quand il est arrivé, c'était la stratégie de remobilisation. Ça a fait un tollé. Exactement, ça a fait un tollé derrière. Et je pense que là, Ousmane Sonko n'invente pas une stratégie de communication. Il a compris justement les ressorts de cette communication où on le
cantonne dans un silence carcéral, mais qu'il retrouve les ressources à travers les relais qu'il a choisis pour faire passer un message. Et je pense que quelque part, cela peut lui être profitable ou être profitable à la coalition qui serait, je dis bien, qui serait mise en place compte tenu de la dissolution du PASTEF. D'accord. Je suis de loin, mais je suis avec vous. Je suis loin, mais je suis toujours avec vous. Merci beaucoup. Merci, Momar Thiam. Merci, directeur de l'École des hautes études en information et communication. Merci également à Ibrahima Bakhoum, journaliste, analyste politique. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Seydou Nourouba. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi. Présenté par Barthélémy Gom, mise en onde Aliouba, Digital Maïsambay, chef d'édition Awambay. Merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. L'info revient à 13h. Bonne suite de programme.